Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Et merci d'être avec nous. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche, un dimanche particulier qui intervient à la veille des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, mais aussi au lendemain de la libération de 4 otages israéliennes. Libération au prix fort contre 200 prisonniers palestiniens condamnés pour la plupart à la perpétuité pour avoir commis des attentats en Israël. La question d'Israël, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, hante vos nuits et justement au travers, comme au-delà de Nuit Blanche, votre dernier récit chez Grasset, vous êtes indissociable de ces questions, la paix dans le monde, la paix entre les peuples, le refus de la guerre. Nous évoquerons aussi l'arrivée de Donald Trump qui se pose justement en maître des horloges sur ces sujets au détriment des dirigeants européens qui paraissent bien faibles face à lui. Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Hier, 4 soldats israéliennes ont donc retrouvé leur famille. Toujours aucune nouvelle des enfants otages. Kfir Bibas, 2 ans. Ariel Bibas, 5 ans. Israël pleure et se réjouit à la fois, paye le prix fort. 200 prisonniers palestiniens accueillis comme les nouveaux héros de la Palestine. Je viens de les décrire. Ces 200 prisonniers palestiniens, pour la plupart très dangereux. Qu'est-ce que cela présage ? D'abord, joie. Les otages israéliens n'ont pas de prix, au sens propre du terme. Et ça, c'est une constante de la société israélienne, une constante de la pensée juive. Des otages n'ont pas de prix. La vie humaine n'a pas de prix. Élément de base. Après, c'est vrai que c'est très cher payé. C'est-à-dire que remettre dans la nature 200 criminels de sang, terroristes d'énorme calibre, c'est extraordinairement dangereux. Au point d'ailleurs que, comme vous le savez, certains sont à Gaza, d'autres sont en Judée-Samarie, et d'autres encore ont été expulsés dans d'autres pays, tant le danger est perçu. Certains en Cisjordanie et d'autres, effectivement, en Jordanie ou en Égypte. Ou à Doha. Ou à Doha, voilà. Donc on est entré là dans une zone très, très dangereuse. Hein. C'est pas des enfants de cœur. Nous avons voulu assister à une mise en scène très particulière. Le Hamas a voulu faire preuve de sa force retrouvée. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Ça m'a inspiré beaucoup de dégoût, cette mise en scène. Cette mise en scène voulue par le Hamas, ce simulacre de victoire, cette torture ultime, cette façon de faire monter ces 4 jeunes femmes sur cette estrade improvisée, avec ce bureau absurde. Ces gestes dont on ne sait pas très bien encore ce qu'ils signifient. Est-ce qu'elles levaient le poing à destination de leurs frères, sœurs, pères et mères israéliens ? Est-ce que c'était un autre message ? Je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose là, voulu par le Hamas, de particulièrement obscène. Et puis, ça m'a inspiré une autre réflexion. C'est que pour Israël, pour le monde libre, pour tous les hommes de bonne volonté, il y a 2 objectifs. La libération des otages et puis la défaite sans condition du Hamas. On en est loin, là, Bernard-Henri. Et hier, parce que Benjamin Netanyahou nous avait promis d'éradiquer le Hamas. Bon, le Hamas, il a été décapité, mais il renaît de ses cendres. Il est en train de se reconstituer. Il est en train de se reconstituer parce qu'on lui en fait le cadeau. Moi, je crois qu'Israël est au bord d'accomplir ses 2 buts de guerre, y compris le 2e. Le Hamas n'est pas seulement décapité. Je crois qu'il est vraiment au tapis. Mais c'est vrai. Quand vous dites on lui a fait le cadeau, c'est qui fait le cadeau ? Israël, bien sûr, parce qu'encore une fois, Israël est pris dans cette contradiction intenable. Ces deux buts de guerre dont on sait depuis le premier jour qu'ils sont quasi inconciliables, c'est-à-dire Israël est confronté à un choix tragique. La tragédie, c'est ça. C'est quand on a 2 objectifs qui sont
qui ne sont pas conciliables, qui ne sont pas dialectisables. Et puis, il y a eu aussi des pressions sur Israël, constantes. Ça fait 1 an que ça dure, ça fait 15 mois que ça dure. Mais là, des pressions particulières. C'est-à-dire qu'on comprend, à tout le moins à demi-mot, que Donald Trump, parmi les premiers éléments de sa victoire annoncée, sa prise de pouvoir, voulait peser sur la question des otages. Est-ce que, de ce point de vue, les Américains n'ont pas forcé Israël à faire une entente qui, vous l'avez dit, permet de sauver quelques otages, mais de l'autre côté, affaiblit structurellement Israël? On le saura. On le saura assez vite. Si c'était le cas, ce serait une lourde responsabilité. Parce qu'encore une fois, les otages, 100 fois les otages, enfin 90 fois les otages et les enfants bibas. Mais pour Israël, pour la région, pour la Jordanie, pour le monde, il est essentiel que le Hamas soit détruit. Pas affaibli, détruit. Comme les nazis après la Seconde Guerre mondiale. C'est possible, ça? Bien sûr que c'est possible. On a détruit Daesh à Mossoul et à Raqqa. On a détruit Al-Qaïda en 2001. Oui, mais après, il y a eu l'État islamique, il y a eu d'autres mouvements qui se sont reformés. Non, quand il y a une défaite militaire cuisante, il n'y a plus d'État. L'État islamique, c'était avant 2014, avant 2015 et 2016. Quand Mossoul et Raqqa ont été pris, l'État islamique s'est effondré. Il s'est effondré sur lui-même. Mais vous diriez aujourd'hui qu'il n'y a plus aucune force, entre guillemets? Il s'est effondré, 1. 2, il a perdu son aura d'invincibilité. La force des islamistes, c'est quoi? C'est qu'ils ont une aura et que cette aura est attractive. Et qu'il y a des jeunes écervelés, des jeunes cons, des jeunes salauds, appelez-les comme vous voulez, qui se disent « on va s'identifier à ces gars-là ». Ils sont forts, c'est les résistants, ils mettent à genoux les juifs et les croisés. On s'identifie, mais on s'identifie aux vainqueurs. Il y a un magnétisme, il y a une force, quelle est la motivation de ces jeunes écervelés, comme vous dites? Qui sont généralement des jeunes salauds. Mais c'est la force du mal. Le mal a une force. Lisez, relisez Dostoïevski. Il y a une force du mal. Mais la force du mal, elle est décuplée quand le porteur de mal est un winner. Mais elle est décuplée aussi quand il y a des erreurs de communication, comme sur France Télévisions, quand un malheureux bandeau apparaît en disant que 200 otages palestiniens ont été libérés. Qu'est-ce que vous pensez rapidement sur ce couac ou peut-être pas couac? Qu'est-ce qui... 1, évidemment, couac. Et 2, belle réaction immédiate de la direction de la chaîne qui a sanctionné, je crois, le responsable de ce couac. Vous avez fait référence à la Deuxième Guerre mondiale en disant qu'il fallait écraser le nazisme, tout à fait, et nous y sommes parvenus. Mais on ne s'est pas contenté en 1945 d'écraser le nazisme. Il y a eu un travail de dénazification qui a suivi la société allemande. Ouais. Pour écraser le Hamas, militairement, je devine que c'est possible, mais l'étape suivante est-elle inimaginable? Une déhamassisation de la société palestinienne, c'est imaginable? Mais pourquoi ce serait moins imaginable pour les Arabes que pour les Allemands? Évidemment. Mais il faut une défaite claire. Il ne faut pas une demi-défaite. Il ne faut pas continuer de voir des hommes cagoulés de noir tenir le haut de l'estrade, dicter leur agenda aux chaînes de télévision internationales, terroriser encore pour la dernière fois et humilier une dernière fois ces 4 jeunes filles, etc. Il faut une défaite militaire. Mais vous comprenez le sens de la question, c'est-à-dire est-ce que finalement la Palestine a vocation de devenir à moyen terme une société démocratique parmi d'autres au Proche-Orient? Je suppose que non. Il n'y en a pas beaucoup au Proche-Orient. Mais à moyen terme, je ne sais pas ce que vous appelez moyen terme, mais rien n'empêche la Palestine de devenir un jour... Ah si, les mouvements terroristes, justement. Oui, à part les mouvements terroristes, à part cette aura noire du Hamas. Ça fait combien de temps que ça dure, Bernard-Henri Lévy? Ça fait 76 ans que ça dure. Voilà. Oui, bien sûr, ça fait 76 ans. Donc ce qui empêche la Palestine d'être un pays normal, ce qui empêche Israël de vivre en paix, ce qui crée le terrorisme, c'est l'entretien de ce foyer de haine et de malheur au cœur de la société palestinienne et du monde arabe. Bien sûr, c'est à ça qu'on a on devrait s'y affaire atteler. aujourd'hui. Et peut-être que Donald Trump, quand il dit on va vider Gaza, est-ce que ce sont des solutions comme ça, radicales, ou est-ce que c'est que de la communication de la part du nouveau président? C'est ni vider Gaza,
ni de la communication, c'est de la politique. Ouais. C'est montrer au peuple palestinien que les solutions qu'on leur a vendues jusqu'à présent, depuis 75 ans, sont des fausses solutions. C'est leur montrer qu'on leur a raconté des mensonges. Donc il a raison de dire ça. Que le coup de la clé au-dessus de la cheminée, la clé de la maison de Tel Aviv, dont on leur dit un jour, que ça, c'est des illusions. Mais donc il a raison, Donald Trump, de dire ça? De dire qu'on va vider Gaza? Non, évidemment qu'il n'a pas raison. Mais vider le vivier idéologique, assécher la source du mensonge, oui, une révolution culturelle. Mais c'était pas exactement son propos, vous en conviendrez. Trump est de l'esprit plus primaire en ce matière. Quand il dit vider Gaza, on comprend qu'il parle de déplacement de population. Là, c'est pas Trump qui vous parle, c'est Bernard-Henri Lévy. Moi, je pense... Vous l'avez compris. Vous avez compris son propos de manière... Il ne voulait pas dire simplement un déplacement de population. Il a dit les mettre en Jordanie ou en Égypte, c'est ça l'idée. Oui. Mais vous savez, je pense que Trump, je ne suis pas sûr qu'il ait la compréhension complexe qu'exige la situation. C'est comme quand il dit sur un autre conflit qu'il va le régler en 24 heures, on ne règle rien en 24 heures. Quand on a affaire au tragique de l'histoire, ce n'est pas une affaire de 24 heures, ce n'est pas vider, ce n'est pas remplir, ce n'est pas envoyer en Égypte, ainsi de suite. On va en parler avec Bernard-Henri Lévy, invité du Grand Rendez-vous ce dimanche. À tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 à CNews Les Échos avec Bernard-Henri Lévy qui écrit Nuit Blanche, son dernier récit chez Grasset. Bernard-Henri Lévy, le 27 janvier 1945, l'armée rouge découvrait en entrant à Auschwitz quelques 7000 rescapés sous la neige et la boue, des femmes, des hommes, des enfants, dans un état plus proche de la mort que de la vie. Plus d'1 million de Juifs auront trouvé la mort dans ce camp sur les 6 millions tués par les nazis au cours de cette période. Cette nuit, Bernard-Henri Lévy, j'imagine que vous ne dormirez peut-être pas davantage la nuit prochaine, pas autant que votre grand-mère que vous citez dans Nuit Blanche, au travers les pages, qui vous semblait comme une noyée dans son sommeil, ce sommeil que vous redoutiez justement. Dans quelles dispositions allez-vous vivre cette journée importante de demain ? Dans le recueillement et j'espère dans la mémoire active. Parce que demain, il faudra essayer, je crois, enfin, tous ceux qui le veulent bien, de se souvenir de ce que la Shoah eut d'absolument singulier, d'absolument irréductible à tout autre crime. Il faudra essayer demain, il faudra essayer souvent de s'en souvenir. Mais s'il y a bien un jour où il faut essayer d'y penser, c'est demain. Mais est-ce que cette mémoire s'estompe, la mémoire de la Shoah, dans les jeunes générations notamment ? Oui et non. C'est une chose assez compliquée. Si vous lisez, vous savez, c'est un sujet dont je parlais parfois avec Simone Veil. Simone Veil disait que la mémoire de la Shoah, elle était presque plus fragile dans sa jeunesse que dans son âge tardif. Dans sa jeunesse, c'était une mémoire en lambeaux, on n'osait pas en parler. Et puis à mesure que les décennies ont avancé, grâce à elle, grâce à Claude Lanzmann, grâce à d'autres plus jeunes, la mémoire s'est construite. Une mémoire, ce n'est pas un stock qui s'effiloche. C'est aussi un monument qui se construit pas à pas. Donc, elle est fragile parce que les derniers témoins directs partent, mais elle est solide parce qu'il y a eu des grands travailleurs de la mémoire qui ont œuvré. Et ce que je vous disais, par exemple, la singularité, c'est capital. Sur la Shoah, il faut savoir, et il faut dire et répéter que ça ne ressemble pas aux autres génocides pour 3 raisons. C'est le seul génocide qui a été sans reste. On n'épargne personne, ni les vieillards, ni les enfants, ni rien. C'est le seul génocide qui a été sans lieu. Il n'y avait pas un lieu au monde où les Juifs pouvaient se réfugier, où ils pouvaient échapper à la curée, à la battue, à l'Alaï mondiale. Ça, c'est jamais arrivé. Les autres génocides, il y a toujours, en théorie, un moyen de trouver un lieu du monde où on va... Les Juifs, le plan nazi, c'était où que vous soyez, vous serez éliminés. Et puis, troisièmement, c'était un génocide, et ça, c'est ce qu'il a eu sans doute de plus singulier, qui se voulait sans trace. Il devait rester aucun humain, mais il ne devait pas rester non plus
la trace et le souvenir de la chose. C'était un crime blanc. C'était un crime sans mémoire. Donc, ça, c'est les trois choses, les trois éléments qui rendent cet événement absolument irréductible à tout autre. Alors, construire une mémoire, ça a voulu dire, et nous sommes quelques-uns à avoir travaillé à ça. Moi, j'ai passé des années de ma vie à réfléchir, à écrire sur ça. Ce que je viens de vous dire là, c'est toute une œuvre, construire une mémoire, et c'est une œuvre qu'il faut solidifier. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un moment de basculement, c'est-à-dire l'Holocauste était le crime de référence au cours des dernières décennies, et avec la remise en question de ce qu'on appelle l'hégémonie occidentale, l'émergence de plusieurs mémoires civilisationnelles aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train d'en faire simplement un crime majeur dans l'histoire de l'Occident? Mais on nous dit c'est un crime parmi d'autres parce qu'il y a aussi l'esclavage, parce qu'il y a aussi tel autre crime. Est-ce qu'on n'est pas dans un moment de relativisation de la Shoah ou d'occidentalisation? C'est-à-dire ça vous concerne, mais ça ne concerne pas le reste du monde. Eh bien, c'est la raison pour laquelle c'est à ça qu'il faudra penser demain. D'abord, il faudra dire, demain et tous les autres jours, que quelle que soit l'horreur de l'esclavage, quelle que soit l'horreur d'autres génocides dont j'ai passé ma vie, moi, à témoigner. Moi, j'ai été sur le terrain au Darfour, j'ai témoigné du génocide au Rwanda. Pour les trois raisons que je viens de vous dire à l'instant, la Shoah est un génocide qui ne ressemble pas aux autres, premièrement. Et puis, deuxièmement, il faudra dire demain, et il faudra se souvenir que ce n'est pas un crime occidental, c'est un crime mondial. Exemple précis, le monde arabe. Dans le monde arabe, vous avez eu des gens magnifiques, des résistants. Vous avez eu des gens, le roi du Maroc, qui a décidé, lui et sa famille, de porter l'étoile jaune en solidarité avec les Juifs. Mais vous avez eu aussi des nazis. Vous avez eu aussi des gens qui ont dit « Mais attendez, le nazisme, c'est tellement formidable. Pourquoi ce serait réservé aux Européens? On va faire notre mouvement nazi à nous. » Et ça s'appelait qui? Ça s'appelait les frères musulmans. Les frères musulmans, quand ils apparaissent à la fin des années 20, c'est sur cette base. Je rappelle ça dans mon livre. C'est sur la base, on va nous aussi avoir notre version arabe du nazisme, avec les mêmes uniformes, avec les mêmes slogans, etc. Et quand arrive la Shoah, pareil, vous avez grand mufti de Jérusalem, le parrain de Yasser Arafat, vous avez des régimes, d'ailleurs, les régimes Baas, vous avez une légion nazie arabe qui est stationnée à Athènes et qui, si Rommel avait gagné la bataille du désert, devait fondre jusque sur l'Israël naissant, sur le Yishuv, pour achever la solution finale, pendant que Husseini donnait des conseils à Hitler, des conseils d'efficacité. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas un crime occidental, c'est un crime né en Allemagne, bien sûr, mais c'est un crime mondial. Et c'est pour ça qu'il concerne toute l'humanité. C'est parce que le monde entier... Il y a eu des nazis au Japon, il n'y a pas le monde arabe, il y a eu des nazis partout. Donc, c'est un crime de dimension, de portée, de responsabilité mondiale. Bernard Olivier, vous parlez des frères musulmans qui sont très présents encore aujourd'hui, notamment dans les pensées. Vous parliez tout à l'heure des jeunes écervelés qui adoptent une position, qui adoptent, pas forcément en comprenant exactement ce qu'ils font, mais qui deviennent très rapidement des terroristes. Aujourd'hui, on a 1570 actes antisémites dénombrés pour l'année 2024. Est-ce que l'antisémitisme des années 40 est encore comparable à l'antisémitisme de 2025? Comparable, non. Il a changé de forme. De visage? Il a changé de visage et il a surtout changé de système de légitimation. Le problème de l'antisémitisme, le problème des antisémites, c'est de marcher, c'est de convaincre. Hein. Je me mets un dixième de seconde à leur place. Le souci d'un antisémite sérieux, c'est d'arriver à ramasser du monde derrière lui. Bon, il y a eu des époques où pour rassembler du monde, il fallait dire les Juifs sont détestables parce qu'ils ont crucifié le Christ. Là, ça marchait. Il y a eu une période à l'époque de Voltaire où il fallait dire l'inverse. Pour que l'antisémitisme marche, il fallait faire crime aux Juifs d'avoir inventé le Christ, de l'avoir enfanté. Il y a eu une époque à la fin du 19e où pour que l'antisémitisme marche, il fallait dire
il y a des races pures qu'il faut préserver, sauver. Et malheureusement, il y a une race impure dont il faut se débarrasser, c'est les Juifs. Aujourd'hui, le discours antisémite qui marche, celui qui arrive à drainer des foules, c'est celui qui dit les Juifs sont détestables parce qu'ils sont les alliés, les amis, les supporters d'un État assassin, génocidaire, qui s'appelle l'État d'Israël. C'est ça l'antisémitisme. C'est là que l'antisionisme et l'antisémitisme se rejoignent. C'est pas qu'ils se rejoignent, c'est que je crois qu'il n'y a pas, comment vous dire ça ? Je crois qu'il n'y a pas d'autre antisémitisme vraiment possible aujourd'hui, sérieux, qui est dangereux, qui marque que antisioniste. Un antisémite qui veut avoir de l'effet sur le réel, il n'a pas d'autres instruments à disposition que l'antisionisme. Un antisémite qui viendrait demain sur la place publique dire j'en veux aux Juifs parce qu'ils ont le sang du Christ sur les mains, plus personne l'écoute. Donc c'est un antisémitisme islamiste, vous diriez aujourd'hui, majoritairement ? En partie islamiste, mais pas seulement. Vous avez à la France insoumise des antisémites sérieux. Ils sont pas islamisants. Ils sont pas musulmans. Ils sont pas non plus islamistes. Henri Lévy, vous dites que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise est aujourd'hui un mouvement antisémite. Ils sont antisémites, ces gens-là ? Jean-Luc Mélenchon est-il antisémite ? Dans votre livre, vous dites qu'ils se sont des fascistes. Je dis, il y a quelques pages de mon livre, oui, en effet, où je dis qu'il y a dans ce parti-là, à LFI, des gens, un courant qui est en effet un courant antisémite. Et Jean-Luc Mélenchon ? Vous dites « Je vomis Mélenchon, ses sbires et les antisémites qui l'entourent ». Et quelques lignes plus loin, vous dites « Alors qu'aujourd'hui, cette nouvelle extrême gauche est fasciste ». On va en parler dans un instant, Bernard-Henri Lévy, justement, de ces phrases très importantes, après une nouvelle pause dans le Grand Rendez-vous. À tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, avec Bernard-Henri Lévy, qui publie Nuit blanche chez Grasset. On en était à ce passage dans votre livre, Bernard-Henri Lévy. Vous dites « Je vomis Mélenchon, ses sbires et les antisémites qui l'entourent ». La vraie question est qui a le plus changé, eux ou moi, le jeune Mélenchon, etc. Et plus loin, vous dites « Aujourd'hui, cette nouvelle extrême gauche est fasciste ». Pourquoi le terme de fasciste précisément ? Parce que il y a une tradition qui s'appelle le fascisme. Aujourd'hui, dès qu'on prononce le mot fascisme, on vous dit point Godwin, attention, nanana. Fascisme, c'est un concept historique, d'accord ? C'est comme libéralisme, c'est comme communisme, etc. C'est un concept qui permet de comprendre le réel. Et c'est à tort ramené uniquement à Mussolini ou Évidemment. Oui, non mais c'est pas. Ça va mieux en le disant. Les concepts politiques, ils sont pas empaillés. Ils sont pas au musée Grévin ou chez Madame Tussaud. C'est des concepts vivants. Et l'un des lieux aujourd'hui où vit cette tradition-là, malheureusement, je dis ça avec chagrin parce que moi c'est là que j'ai ma généalogie, mes sources politiques. C'est à l'extrême gauche aujourd'hui. Surtout que vous avez connu Mélenchon avant du temps de Mitterrand. Et vous dites qu'il a fait sa mue, d'une certaine manière, que c'est plus le même qu'avant, et qu'aujourd'hui, il dirige un mouvement fasciste. Oui, avec lui-même des réflexes, des réactions ou des réflexions qui sont... Mais il a dérivé par opportunisme électoral ou par conviction ? Est-ce qu'il a changé, Mélenchon ? Je ne crois pas que ça soit l'opportunisme électoral. Vous savez, je vais vous prendre des exemples. Quand un homme politique vous dit que tous les malheurs qui lui arrivent, c'est à cause du CRIF, ou que les malheurs qui arrivent à son copain anglais, Jérémy Corbyn, c'est à cause du CRIF, que c'est le CRIF qui complote contre son ami Corbyn et qui a précipité sa chute. Qu'est-ce que c'est ? Sinon un recyclage des vieux thèmes antisémites, Édouard Drummond, de la tentacule juive et du pouvoir juif. Quand on dit des juifs, comme le fait, alors sinon Mélenchon, d'ailleurs Mélenchon aussi, mais un certain nombre de ses sbires, qu'ils sont génocidaires. Quand on dit que les gens qui viennent manifester à Paris contre l'antisémitisme et contre le 7 octobre, quand on dit le parti génocidaire est de sortie, qu'est-ce qu'on fait ? Sinon mettre une cible sur la tête de
de ceux qui vont se rassembler, c'est-à-dire des juifs ou de leurs amis. Et qu'est-ce que c'est ça, sinon? C'est pas de l'opportunisme. Quand on ose cette phrase-là, rappelez-vous, c'était en novembre 2023, quelques semaines après le 7 octobre, il y a des Français, pas tous juifs, qui, écœurés, indignés, voulant montrer leur solidarité, descendent dans la rue. Et ils disent, le parti du génocide est de sortie. Enfin, écoutez, c'est un mot extraordinaire. Et ça, c'est pas pour draguer l'électorat des banlieues. Ça vient malheureusement... Des tripes. Ça vient des tripes, Mais est-ce oui. qu'il n'y a pas une certaine facilité chez vous à utiliser le terme fascisme en toutes circonstances? Je m'explique. L'antisémitisme à gauche est antérieur au fascisme. Je pense au livre de Marc Crapez, La gauche antisémite. Le fascisme n'existait pas, qu'une certaine gauche était déjà antisémite. Oui. Et par ailleurs, Staline n'était pas fasciste et était parfaitement antisémite à sa manière. Donc est-ce que vous n'avez pas la tentation, quelquefois, de tout ramener à ce concept, alors que la gauche, par son propre chemin, et sans passer par le fascisme, est parfaitement capable d'être antisémite? Mon cher ami, je suis un peu historien des idées. Ça m'arrive aussi. Ça vous arrive aussi. Moi aussi, je suis depuis bien longtemps, parce que là, je suis plus âgé que vous. Et je sais faire la différence entre les filiations idéologiques. Et malheureusement, ou heureusement, parce que c'est pas mieux d'être un antisémite canal stalinien, c'est pas mieux. Mais l'antisémitisme de celui qui dit de Madame Braun-Pivet, quand elle va exprimer la solidarité du peuple français avec les endeuillés du 7 octobre, l'antisémitisme qui dit elle va camper à Tel Aviv, c'est pas celui de Staline, c'est celui de Drummond. Voilà. Et Drummond, c'est qui? C'est l'un des précurseurs. Alors évidemment, le fascisme n'existe pas encore comme tel, mais c'est l'un des précurseurs du fascisme européen. Donc, si on fait de l'histoire des idées, il faut en faire sérieusement. Et en tout cas, ce qui est incontestable, c'est que cette extrême gauche d'aujourd'hui, hélas, son cœur battant, il est peut-être un peu encore du côté de Staline, mais il est beaucoup du côté de Drummond. J'entends par là qu'il y a une grande quête dans votre vie qui est tout à fait compréhensible, c'est la lutte contre le fascisme. Et donc vous l'avez que cherché, combattu, ces dernières traces, mais peut-être est-ce qu'on n'est pas aussi devant quelque chose d'autre qui ne relève pas de ce combat historique que vous avez mené au temps de votre livre L'idéologie française? Moi, j'ai trois combats dans ma vie. Combat contre le colonialisme, d'accord? Aujourd'hui, Poutine et la Chine. J'ai un combat contre le totalitarisme. Ça, c'est peut-être même le combat de ma vie. Combat contre les staliniens autrefois, combat contre les responsables de l'Europe captive, comme disait Milan Kundera dans les années 80. Combat pour les dissidents. Deuxième combat. Et j'ai un troisième combat qui est le combat contre le fascisme, par héritage familial et parce que c'est l'autre horreur du XXe siècle, majeure. En tout cas, vous parlez également des partis politiques qui concernent les Français. Vous dites 5 accords suffisent, dit une croyance Toltec pour détacher l'âme d'un corps. 5 lettres ici suffisent, celles de LFI et du RN, et c'est l'âme de la France qui se détache. LFI, RN, vous mettez LFI et RN sur la même position ? Du point de vue du détachement de l'âme de la France, oui. Je pense que le RN, si c'est ça votre question, c'est pas l'âme de la France. Donc vous mettez Marine Le Pen, Jordan Bardella au même rang que Rima Hassan, par exemple, qui a voté une résolution au Conseil européen contre la libération de Boualem Sansal. On ne va pas mélanger. Rima Hassan ne mérite pas sa place. Elle ne la méritait déjà pas d'ailleurs. Mais avoir refusé de voter pour la libération de Boualem Sansal. D'ailleurs, vous savez sur quel argument? Argument extraordinaire. Il n'est français que depuis quelques peu. Mois. Ouais. Il est français que depuis quelques mois. C'est ça qu'a dit Mme Hassan. Français de papier. D'accord? Retrouver l'argument des Français de papier chez Mme Hassan ne manque pas de sel. Donc ça, c'est indigne. Ne pas s'être associé au soulagement collectif, à la libération des otages est indigne, et ainsi de suite. Demander la libération de Georges Ibrahim Abdallah... Vous n'avez pas fini votre phrase, elle n'a pas sa place où? Même au Parlement. Au Parlement européen, bien sûr. Elle déshonore le Parlement. Mais là, on parle d'autre chose. Moi, je réponds à votre question précise. Dans mon livre, je dis, en effet, que
l'âme de la France, la grandeur de la France que j'aime, la France que je défends, la France que je défends parfois en payant de ma personne, en allant plaider sa cause et parler sa langue dans des latitudes lointaines. Eh ben, je ne trouve pas qu'elle soit exprimée par le Rassemblement national. Voilà. Le Rassemblement national de Marine Le Pen par rapport au Front national de son père Jean-Marie Le Pen, vous voyez une différence ou c'est la même filiation, c'est la même idéologie, c'est la même chose? Page 126, les gens du Rassemblement national qui prétendent avoir changé. Oui. Ils prétendent avoir changé. Donc ils n'ont pas changé. Ils ont peut-être un peu changé, mais moins qu'ils ne le disent. Et en tout cas, c'est la même filiation. Et excusez-moi, j'ai rien voulu dire pendant la période de deuil, parce que je suis un garçon bien élevé et que je respecte les morts. Mais enfin, cela a été dit dans les dernières semaines, que le lien n'était pas rompu. J'ai lu dans je crois que c'est dans le JD News, j'ai lu l'interview de Marine Le Pen a dit qu'elle ne se pardonnerait jamais l'exclusion de son père. Mais qu'elle n'avait pas d'autre de l'avoir blessé comme père et non pas comme chef politique. Elle ne le pardonnera jamais. Alors, c'est une phrase ambiguë, ce qui veut dire à la fois qu'elle ne se le pardonne pas comme fille et pleurer. Mais ça veut dire aussi qu'il y avait d'autres solutions. Bref, la question est... non, justement, elle dit qu'elle n'avait pas d'autre choix. D'accord. En tout cas, est-ce qu'il y a une filiation, me demandez-vous? À l'évidence, il y a une filiation. Vous savez, j'ai eu déjà... Il n'y a pas eu de rupture, c'est ça que vous voulez dire? Il n'y a pas eu de changement? Il n'y a pas de rupture. Et quand on demande aux responsables du Rassemblement national, je ne veux pas entrer dans le détail, ça me vaut un procès que va plaider bientôt mon maître Patrick Klugman, que m'intente un des responsables du RN. Mais quand on leur demande, est-ce que vous vous inscrivez en rupture radicale du vivant de Jean-Marie Le Pen avec le fondateur de votre parti, leurs réponses sont souvent très ambiguës. Vous avez évoqué avec raison la marche contre l'antisémitisme, c'était en 2023, fin 2023 je crois. De mémoire, vous me corrigerez peut-être, le RN voulait s'y joindre pour participer à l'Union nationale contre l'antisémitisme et plusieurs voulaient l'en chasser en disant vous n'avez pas votre place dans cette lutte contre l'antisémitisme. Donc c'est compliqué pour eux. Ils veulent se joindre au combat contre l'antisémitisme, ils se réclament des valeurs de la démocratie. On dit on ne veut pas de vous là-dedans. C'est une union nationale, 111 millions de Français et on ne veut pas de vous dans la lutte contre l'antisémitisme. Moi c'est pas moi c'est moi. Et moi en tout cas j'ai jamais été partisan de chasser personne. De nulle part d'ailleurs, et en tout cas pas d'une marche contre l'antisémitisme. Donc ça ne me concerne pas. Moi, j'ai pas voulu chasser qui que ce soit. Mais quand ils sont rendus 11 millions à voter pour ce parti, ils représentent un peu l'âme de la France aussi. Et c'est beaucoup, 11 millions. L'âme de la France, c'est pas la France, c'est deux choses. Vous êtes un peu gaulliste. Hein, ça m'arrive. Avec conviction. J'ai cru comprendre. Une certaine idée de la France, d'accord? Il y a la France et il y a son idée. Donc, un parti, par exemple, qui manifeste des indulgences pour Vladimir Poutine. Un parti dont certains cadres ont manifesté des indulgences pour ce grand humaniste et grand ami de la France qui était Bachar el-Assad. D'accord? Eh bien, ce n'est pas l'âme de la France. Pardonnez-moi, ce n'est pas l'âme de la France. Ce n'est pas la certaine idée de la France dont je vous ai entendu parfois vous réclamer. Voilà, c'est la raison pour laquelle je dis, en effet, comme dans les accords Toltec, ces 5 lettres-là font que l'âme de la France menace de se détacher. Oui, je le crois profondément. Bernard. Moi, je crois à la droite libérale, je crois à la gauche libérale, je crois qu'il y a une grande France magnifique et que c'est pas chez ces gens qu'elle se trouve. Bernard-Henri Lévy. Et l'invité du grand rendez-vous européen CNews, Les Échos, dans un instant, parlera de Donald Trump, mais aussi d'Emmanuel Macron, qui visiblement dort aussi peu que vous. Bernard-Henri Lévy, à tout de suite. Dernière partie du grand rendez-vous européen CNews, Les Échos, avec Bernard-Henri Lévy qui signe Nuit Blanche chez Grasset. Cette semaine a bien entendu été marquée par l'arrivée de Donald Trump, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il s'est mis au travail immédiatement pour acter les promesses de campagne, promesses axées aussi sur la fin du wokisme aux États-Unis. Alors, vous dites, vous, dans votre livre, que le wokisme, c'est pas si débile, mais que s'il dérape, les wokistes deviennent des fachos. Alors, expliquez-moi un peu mieux. Oui, il y a un fondement théorique dans le wokisme qui n'est pas absurde. C'est vrai que les relations de domination existent et elles existent aussi, par exemple, dans la langue, mais on ne peut pas, sous ce prétexte-là,
censurer la littérature, interdire des livres, changer les manières de parler, et ainsi de suite. Changer de genre également. Quand Donald Trump dit qu'il y aura désormais que des hommes et des femmes, vous le suivez là-dessus ? Non, changer de genre. Moi, je suis pour la liberté des gens, la liberté des consciences. 76% des Français souhaitent qu'il n'y ait que des hommes et des femmes. Sondage CSA pour Europe 1, CNews et JDD. Ils souhaitent. Et la biologie, peut-être. Il y a ce qu'il y a. C'est-à-dire, il y a la biologie, et puis il y a des hommes et des femmes qui se sentent... qui ne sont pas... qui se sentent inconfortables dans le genre que la nature leur a donné. Tout ça, c'est ce qui existe, c'est du il y a. Stéphane Dupont. Oui, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, il fait des déclarations tonitruantes à son habitude. On a l'impression que nous, les Européens, on est tétanisés face à lui. Il nous menace de droits de douane, de sanctions si on n'augmente pas nos dépenses de défense. Quelle doit être, selon vous, la réaction des Européens face à Donald Trump ? Est-ce qu'il faut discuter avec lui, chercher à l'amadouer, marchander ? Ou est-ce qu'il faut assumer un bras de fer avec Donald Trump sur un certain nombre de sujets ? Il faut ne pas perdre de vue que c'est notre allié. Et qu'entre l'Amérique et l'Europe, il y a un lien de mémoire, de culture, de vie et de sang. Y compris sur l'Ukraine. Naturellement. Les Ukrainiens luttent pour la survie, dans l'intérêt en tout cas, de l'Europe et des États-Unis. C'est une guerre existentielle pour l'Europe et pour les États-Unis. Alors, il y en a qui ne le comprennent pas. Mais, donc Trump, il va changer d'avis là-dessus, sur l'Ukraine, parce qu'il avait menacé de suspendre l'aide à l'Ukraine. Je l'espère de tout mon cœur, j'en suis pas sûr. Et c'est une des choses qui m'inquiète aujourd'hui et qui m'inquiète dans le livre. Mais il serait souhaitable qu'il change d'avis. Alors l'attitude de l'Europe, c'est en tout cas pas d'être aux abonnés absents. C'est pas de se coucher tétanisé comme elle le fait. Mais permettez-moi de donner, vous dites c'est un allié les États-Unis, historiquement, mais quand Donald Trump dit « je n'exclus pas la possibilité d'une occupation militaire du Groenland qui est lié au Danemark, qui est membre de l'OTAN », si je décris correctement les faits, c'est un pays de l'OTAN qui menace de s'emparer militairement du territoire d'un autre pays de l'OTAN. Eh bien, que reste-t-il de l'OTAN ? Eh bien, je pense que c'est un propos hautement déraisonnable et que les Européens ne devraient pas laisser passer cela, comme ils le font, comme une sorte de foucade. Mais il y a une étape supplémentaire. Imaginons que les États-Unis s'emparent vraiment du Groenland militairement. Est-ce que ça veut dire que théoriquement que la France doit se porter à la défense du Danemark pour protéger le Groenland ? Sur le plan formel, c'est une question qui se pose. Oui, mais ça veut dire déjà qu'il n'y a plus d'OTAN. Si cela se passait, ça veut dire qu'il n'y aurait plus d'OTAN. Et ça veut dire qu'il y aurait aux commandes de l'avion occidental, du Air Force One de l'Occident, un personnage qui n'aurait plus tout à fait sa tête. Oui, et qui, en tout cas, ne se conduirait pas comme le chef du monde libre. Il a toute sa tête, Donald Trump ? Ou pas ? Jusqu'à présent, je le pense. Mais dans l'hypothèse qu'évoque Mathieu Bock-Côté... C'est pas moi qui l'évoque, c'est lui. Dans l'hypothèse où il passerait à l'acte. Mais ça me semble inimaginable. Que l'Amérique s'intéresse au Groenland, pourquoi pas ? Qu'elle estime qu'elle est la mieux à même de mettre en œuvre les ressources, notamment stratégiques, que procure le Groenland, pourquoi pas ? Mais entre alliés, ça se discute, ça se négocie. On fait des joint ventures américano-danoises ou européennes. C'est comme ça qu'on fait, entre alliés. C'est-à-dire qu'il faut voir ça comme une joint venture et pas comme une conquête de territoire. Mais naturellement. Naturellement, ça va mieux en le disant, Bernard-Henri Lévy. Oui, quand on est des alliés, comme sont les États-Unis et l'Europe. Et quels alliés ? L'Amérique a sauvé l'Europe 2 fois. Elle l'a sauvée du suicide. On a parlé de la mémoire. La mémoire est parfois un peu courte. Ce qu'on va fêter demain, tout de même, c'est la libération du camp d'Auschwitz par des forces ukrainiennes, des forces européennes, et puis l'Europe dans le paysage. C'est ça qui s'est noué. Il y a mais aujourd'hui, vous avez des pays européens qui critiquent d'autres Européens d'être trop atlantistes. Donc, vous voyez que tout le monde n'est pas d'accord sur la question. Oui, eh bien, ça, c'est des nuances. Moi, je suis atlantiste. Je pense que je ne serais pas né sans les États-Unis.
Mais je pense que les États-Unis, réciproquement, doivent se souvenir qu'ils n'existeraient pas non plus sans l'Europe et que leur être même, leur substance, leur essence, ils la tiennent de la culture européenne. N'oubliez pas que les inventeurs de l'Amérique, les passagers du Mayflower, qu'est-ce qu'ils avaient dans les mains? Qu'est-ce qu'ils lisaient? Ils lisaient des livres en latin. Ils lisaient l'Énéide, ils lisaient des livres en grec aussi, mais ils lisaient l'Énéide. Ils refaisaient le voyage d'Énée. C'est ça l'Amérique. Donc les Européens ne doivent pas oublier ce qu'ils doivent à l'Amérique, la dette de sang, mais les Américains ne doivent pas oublier ce qu'ils doivent à l'Europe, la dette de savoir, de culture et de mémoire. La dette de savoir, de culture. Vous dites que vous êtes atlantiste, mais Donald Trump, c'est le retour de l'Amérique sur elle-même, c'est l'isolationnisme, c'est tout le mouvement contraire. C'est la raison pour laquelle je suis inquiet du retour. Mais cela dit, c'est pas la première fois. Si ça n'est que de l'isolationnisme, c'est pas la fin du monde, parce que c'est pas la première fois. Vous avez 4 courants en politique étrangère américaine, en gros. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais vous avez en effet, vous avez un courant isolationniste radical qui refuse le wilsonisme, qui refuse l'hamiltonisme, c'est-à-dire les interventions quand elles sont conformes au commerce, et qui refuse le jacksonisme, c'est-à-dire les interventions cow-boy, coup de poing pour aller se venger de quelqu'un qui est venu vous chercher noise. Vous avez cette tradition isolationniste. En général, elle ne dure pas longtemps, cette tradition isolationniste américaine. J'espère que Trump, c'est ça. Si, en revanche, c'est vraiment la décision de construire une forteresse, de prétendre s'enrichir tout seul, de prétendre se couper du reste du monde, si vraiment ça consiste à penser qu'on peut mettre des droits de douane partout et que le commerce mondial, le doux commerce va fonctionner comme avant, ça c'est une erreur très grave. Bernard-Henri Lévy, on parle de Donald Trump, on parle également d'Emmanuel Macron. Dans votre livre, vous voyez de vos fenêtres le jeune monarque, comme vous l'appelez. Pourquoi le jeune monarque d'ailleurs ? Parce qu'on est dans un vieux pays de tradition monarchique et que le président de la Ve République garde bien des traits de la tradition monarchique. Alors qu'il ne dort pas non plus, qui vous répond à un texto, vous aussi, pour interrogation, dans le sens vous aussi, vous non plus, vous ne dormez pas. Quelle relation, sans rentrer dans le détail, vous entretenez nocturne avec le président de la République? Vous l'interrogez sur des sujets justement dont on vient de parler? Il ne vous a pas échappé dans le livre que je n'entre pas dans le détail. En effet. Voilà. Et donc je préfère... D'où ma curiosité, Bernard-Henri Lévy. Oui. Vous aurez compris. Mais je n'en dirai pas davantage. Je suis... C'est des questions tout à fait... je ne vous demande pas de rentrer dans le détail, mais est-ce que vous avez des conversations sur la marche du monde, sur le refus de la guerre, sur la marche du monde, oui. Mais il m'arrive... Est-ce qu'il a changé le président? Pas de conversation. Il m'arrive de donner mon avis, sollicité ou pas, ou plus ou moins sollicité. Il m'arrive de donner mon avis comme tout citoyen éclairé que je suis, sur des sujets que je maîtrise un peu concernant la marche du monde. Est-ce qu'il suit vos avis? Il arrive qu'on ait le même avis, il arrive qu'on ne l'ait pas. Sur l'Ukraine, jusqu'à présent, j'ai eu le sentiment que j'avais le même avis que lui, ou vice-versa. C'est positif pour vous? C'est positif. Sur Israël, moins. Sur Israël, moins. Alors, c'est un livre où il y a une dimension politique, mais pas que. C'est une dimension intime, personnelle, et c'est un livre consacré finalement à l'insomnie comme problème existentiel. Pour la plupart des gens, l'insomnie, c'est une catastrophe absolue. C'est-à-dire, c'est condamné d'une forme d'obscurité, de brouillard permanent. Et vous n'êtes pas loin de dire que l'insomnie, c'est plutôt paradoxal. C'est la possibilité aussi pour l'homme de vivre presque 2 vies à la fois. C'est la possibilité de traverser l'existence sans jamais justement se retirer de soi-même. C'est un point de vue assez original. L'insomnie dans ce livre, d'abord, c'est pas mon insomnie, c'est un prétexte, c'est une métaphore, etc. Et le point de vue, est-ce qu'il est original? Je ne sais pas, c'est celui d'Emmanuel Lévinas, par exemple, qui dit que l'insomnie, c'est la vigilance, et que la vigilance, c'est l'attention à l'autre, c'est de ne pas le lâcher, c'est de ne pas le perdre de vue, c'est de ne pas le laisser tomber, c'est de ne pas le laisser dans le dénuement, que c'est ça aussi l'insomnie. Et que le sommeil, c'est au contraire une manière de prendre congé du monde, de s'absenter, de dire le monde peut continuer comme il veut, ça sera sans moi. C'est un peu ça.
le sommeil et l'insomnie. Mais j'ai bien compris, mais de ce point de vue, c'est presque la trame. Le reste, il faut le lire parce qu'on n'a plus le temps. Mm-hmm. Et puis surtout, on a dit qu'il n'y avait pas de détails personnels. Alors, pour ceux qui voudront avoir quelques plus de détails, lisez Nuit blanche de Bernard-Henri Lévy, publié chez Grasset. Merci beaucoup. Merci Pierre d'avoir Lévenot. été avec nous ce dimanche. Très très bonne journée sur nos deux antennes.